Monde numérique. Les artistes et créateurs sont inquiets face à l'intelligence artificielle. Beaucoup de perspectives mais aussi beaucoup de risques. On en parle cette semaine dans l'hebdo. On s'intéressera à une étude qui prévoit une baisse des revenus des créateurs à cause de l'IA. On évoquera une mini-série qui arrive sur Arte, en partie réalisée par intelligence artificielle et qui inquiète les professionnels. Enfin, un invité exceptionnel, l'écrivain de science-fiction Alain Damasio, qui se dit persuadé que l'IA remplacera un jour les écrivains. En tout cas certains. Il nous parle aussi de son rapport à la technologie, à l'occasion de son dernier livre consacré à la Silicon Valley, et ce n'est pas triste. Avant cela, l'actu de la semaine, le smartphone du ministre français des Affaires étrangères piraté. Aux États-Unis, ça va mal chez Intel, le géant du microprocesseur. Meta qui veut ses propres câbles sous-marins. Et un nouveau modèle GPT, ultra puissant, mais ultra cher. Avec Bruno Guglielminetti qui revient de la grande fête d'Amazon à Las Vegas. On parlera des IA Nova lancées par le géant américain. L'innovation de la semaine, c'est une IA signée Google qui prédit la météo mieux et plus vite que tous les météorologues du monde. Enfin, on va parler d'informatique quantique avec Patrice Duboé de Capgemini. Vous allez tout savoir sur le chat de Schrödinger et aussi sur le GPS du futur qui fonctionnera sans satellite. Bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, c'est l'hebdo du 7 décembre 2024. Monde numérique, Jérôme Colombin. Et oui, l'étau se resserre, pourrait-on dire, pour les créateurs, compositeurs, réalisateurs, musiciens, etc., face à l'intelligence artificielle. Alors j'avais envie de vous en parler cette semaine, parce qu'on n'est pas tous créateurs, mais on est tous spectateurs, auditeurs, etc., alors, c'est pas vraiment un dossier spécial sur le sujet, mais il y a plusieurs infos qui se télescopent. Vous allez le découvrir dans un instant. Bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de Monde Numérique, que vous soyez un habitué ou un nouveau venu. Monde Numérique, c'est chaque samedi plus d'une heure de podcast si vous êtes abonné à la version premium sur Apple Podcast pour l'hebdo. Puis c'est aussi tous les autres jours de la semaine des chroniques sur l'actu tech, des éditos, des interviews long format disponibles sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et même sur les assistants vocaux. Monde Numérique, c'est également une newsletter et un site web mondenumérique.info. Quelques remerciements cette semaine à des auditeurs qui m'ont envoyé des messages, je vous en remercie. LOL5457, Boris Blent ou encore Fuquette83 qui au passage me dit qu'il n'arrive pas à me joindre. Alors, je suis un peu surpris. Sur le site mondenumérique.info, il y a un formulaire. Vous pouvez m'envoyer un mail et vraiment, dans la mesure du possible, je réponds à tous les messages. Bon, un numéro décentralisé cette semaine, ce week-end. Je suis à Aix-en-Provence et à Marseille. Voilà, vous savez tout. Je vous salue, vous, auditeurs du sud de la France. Mais ça ne change rien. On fait comme d'habitude. Voici les principales news que j'ai sélectionnées pour vous. L'actu de la semaine. C'est la boulette qui fait désordre et qui pourrait aussi avoir de graves conséquences pour la souveraineté française. Selon Mediapart, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est fait pirater son smartphone. Ça s'est passé au mois de novembre. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, il semblerait que le ministre ait fait entrer lui-même un code malveillant dans son téléphone en cliquant un peu trop vite sur un lien reçu via la messagerie chiffrée Signal. C'est son homologue, le ministre des Affaires étrangères de Bahreïn, qui s'en est aperçu en recevant un message semblant provenir du téléphone de Jean-Noël Barrot et disant « Bonjour, c'est Jean Barrot, est-ce qu'on peut se parler ?» Ça lui a mis la puce à l'oreille, il a fait remonter ça aux Français, les services de sécurité français se sont saisis de l'affaire, mais problème, toujours selon Mediapart, le ministre Barrot aurait refusé de donner son téléphone pour permettre des investigations en expliquant qu'il contenait des conversations diplomatiques confidentielles. Et puis, autre problème également, eh bien tout cela, ce serait donc passé avec un smartphone personnel standard. Car, et ça c'est pas nouveau, la plupart des membres des gouvernements successifs refusent le plus souvent d'utiliser les smartphones sécurisés qui sont pourtant mis à leur disposition, notamment le fameux théorème de Thalès, car ces appareils ne permettent pas d'installer toutes les applications habituelles. Voilà, on ne sait pas si l'intrusion dans le téléphone du ministre a pu avoir des conséquences graves, mais en tout cas ça fait un peu désordre, en plus pour un ministre qui a été lui-même secrétaire d'État au numérique. Du côté des big tech américaines, Intel ne va pas très bien. L'inventeur du microprocesseur est dans la tourmente.
Il a perdu cette semaine son PDG, Pat Gelsinger, qui a démissionné le 1er décembre, officiellement pour prendre sa retraite. Il était en poste depuis 4 ans. Alors il faut remettre ça dans le contexte. Ça ne va pas bien chez Intel pour plusieurs raisons. La firme est en perte de vitesse devant d'abord la concurrence chinoise, ou du moins taïwanaise, qui fabrique aujourd'hui les processeurs les plus efficients du monde, gravés en quelques nanomètres à peine. Et puis concurrence également de l'intérieur, si on peut dire, avec des firmes comme Qualcomm ou Nvidia ou AMD qui explosent tout sur différents marchés, le marché du mobile, de l'intelligence artificielle, deux secteurs où Intel a un peu raté le coche. La firme vient d'annoncer le licenciement de 18 000 salariés, malgré des atouts évidents comme son savoir-faire, ses brevets, sa capacité de production, car c'est l'un des rares du secteur à réaliser encore une partie de sa production sur le sol américain plutôt qu'à Taïwan ou en Chine. Eh bien, Intel va devoir se réinventer, ça paraît urgent, et cela pourrait passer par un mariage avec son concurrent de toujours, l'autre américain, AMD. Toujours du côté des big tech, voilà que Mark Zuckerberg veut ses propres câbles sous-marins pour se construire son petit internet à lui. Meta, la maison mère de Facebook, a en effet dévoilé un projet titanesque de câbles de communication sous-marins. Le groupe veut construire son propre réseau sous les mers, un réseau de 40 000 km qui relierait 5 continents pour connecter la côte est des États-Unis à la côte ouest, en passant par l'Afrique du Sud, l'Inde et le nord de l'Australie. Pour cela, Meta investirait plus de 10 milliards de dollars. Alors, pourquoi faire ? Eh bien, en fait, comme tous les géants du numérique aujourd'hui, Meta utilise des réseaux partagés. Il y en a 16 dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Et le groupe voudrait s'affranchir de cette dépendance aux opérateurs qui gèrent les fameux câbles en possédant son propre Internet, en tout cas en partie. Les big tech sont déjà présents sous la mer. Ils possèdent certaines fractions de câbles. C'est le cas notamment de Google. En ce qui concerne Meta, ça lui permettrait de mieux sécuriser, de mieux optimiser le trafic pour ses propres plateformes, évidemment, c'est-à-dire Facebook, Instagram, WhatsApp, qui représentent déjà 10% du trafic Internet mondial, en tout cas le trafic fixe. Un énorme chantier, donc, qui s'étendrait sur plusieurs années. Cela dit, rappelons que les câbles sous-marins sont aussi des éléments vulnérables, comme on l'a vu récemment avec des incidents sur 2 câbles en mer Baltique qui ont été mystérieusement interrompus, coupés, et on a repéré un étrange navire chinois dirigé par un commandant russe aux environs. Ça arrive tout le temps. Ces câbles sont en permanence menacés et soumis aux tensions géopolitiques internationales. Donc on souhaite bien du plaisir à l'ami Zuckerberg pour sécuriser tout seul tous ces câbles une fois qu'il les aura construits. Comme chaque semaine dans Monde Numérique, quelques nouvelles de l'IA. Et on commence par OpenAI qui a lancé cette semaine un nouveau ChatGPT, en tout cas un nouveau modèle GPT. Nouveau pas tout à fait, car il s'agit du fameux modèle O1 qui était disponible en version preview et dont la version complète a été lancée il y a quelques jours. O1, c'est une version de GPT censée pouvoir raisonner, entre guillemets, c'est-à-dire décomposer les problèmes qu'on lui pose pour les analyser par petits bouts, un petit peu comme l'esprit humain. Donc plus puissant que les GPT-4, GPT-4o, etc. O1 est aussi multimodal, c'est-à-dire qu'il peut traiter aussi bien du texte que des images. La version preview était disponible depuis le mois de septembre. La version complète arrive maintenant pour les abonnés payants à $20 par mois. Mais ce n'est pas tout. OpenAI a aussi lancé une version ultra luxe de ce GPT-O1, baptisée version Pro. Et là, tenez-vous bien, elle est proposée à un prix qui n'était jamais apparu comme ça sur le marché, de $200 par mois. Ça fait 10 fois l'abonnement ChatGPT Premium. Pourquoi ? Parce que ce nouveau modèle est censé être le plus fort de tous, avec un accès illimité. L'abonnement d'ailleurs donne accès à l'ensemble des modèles d'OpenAI. On peut donc dire qu'on franchit un nouveau cap, et puis ça montre une chose, c'est que la segmentation marketing est de plus en plus marquée pour tous ces outils d'intelligence artificielle qui sont désormais des produits commerciaux à part entière et plus seulement des objets de curiosité. L'intelligence artificielle, c'est donc aussi cette étude que j'évoquais dans le sommaire, une étude de la CISAC, la Confédération internationale des auteurs, des sociétés d'auteurs et compositeurs, et qui prévoit que les créateurs vont perdre d'ici 5 ans en moyenne 20% de leurs revenus. 24% pour la musique, 21% pour l'audiovisuel.
La cause, c'est l'intelligence artificielle générative. Les ChatGPT, DALL-E, Suno, Epidemic Sound, Sora, etc. Tous ces outils qui permettent de générer du texte, des images fixes, des images animées de plus en plus, des vidéos, demain des films entiers et bien sûr du son, de la musique. Et le problème, c'est que la perte de revenus se situe à deux niveaux. D'une part, le manque à gagner, car on va de plus en plus recourir à ces IA pour créer du contenu au détriment des créateurs humains, mais aussi et surtout l'absence de rémunération, alors même que les œuvres produites par ces humains, le plus souvent, servent à entraîner les modèles d'intelligence artificielle sans qu'il y ait toujours une contrepartie financière. Voilà, les créateurs face à l'IA, ça devient un vrai sujet. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez le lien qui mène vers cette étude dans la description de cet épisode. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Bah alors, on est sous la neige? Oui. Ben, ça a bien l'air qu'on est sous la neige. En même temps, c'est le Canada, hein. Oui, fallait pas être surpris, mais c'est quand même un choc parce que moi, j'arrive à l'instant, il y a quelques heures, j'étais encore dans les airs et il faisait beau à Las Vegas, il faisait chaud, c'était le beau soleil. Oui. Et puis là, j'arrive, c'est la Patatras, tempête ici. Montréal sous la tempête. Ouais. Mon pauvre ami, bon, tu vas sortir les doudounes. Non, mais t'aimes ça, de toute façon, la neige, c'est une seconde nature pour vous. Ben oui, j'ai hâte d'aller pelleter. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais de toute façon, j'aime mieux avoir une tempête de neige que vivre dans un pays où il n'y a pas de gouvernement. Oh, c'est une basse attaque. Eh ben voilà. Ouais, j'avoue, en plus, j'ai rien à répondre à ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va zapper le sujet parce que... Mais Jérôme, je te rassure, il n'y a pas de vote de confiance entre nous. Entre nous. Totalement ma confiance. Il n'y a que de la confiance, mais pas de vote. Exactement. Alors, pas de vote. Bon... Donc, tu étais donc à Las Vegas. Oui. Non pas pour prendre le soleil, mais pour prendre des nouvelles d'Amazon. Oui, mais plus particulièrement de son aile infonuagique, AWS. Amazon Web Services. Oui, et c'est dans le cadre d'un événement annuel, c'est la grande fête, un peu l'équivalent des grandes keynotes de Apple ou celle de Microsoft à une autre époque, quoique Ignite, c'est quand même important. Mais là, c'est une fois par an, c'est un rendez-vous qui se fait au début décembre chez les gens de AWS. Pour te donner une idée, là, c'est assez couru, 60 000 personnes étaient là. Et pendant qu'il y avait des annonces... c'est vraiment impressionnant. C'est un mini CES. Oui. Ben, tu vois, ça me rappelait les premières éditions. Moi, j'ai commencé en 96 à aller au CES où il y avait la crise où le CES voulait devenir gros. Alors, il y avait plein de kiosques qui étaient tous collés un sur l'autre. Et ça, c'est un peu ça. Alors, il y a énormément de choses à voir sur un territoire qui est assez réduit parce que ça se passe essentiellement à l'espace de conférence, d'exposition au Venetian. Mais qui est l'espace d'expo du CES. Enfin, l'un des espaces du CES. D'une partie du c'est exactement au même endroit. Ouais. Et donc, ça donne des airs, là, pour les gens qui ont déjà connu le CES, ça donne des airs de déjà vu. Mais donc, c'est ça. Alors, c'est 60 000 personnes qui sont là, à la fois pour aller prendre des nouvelles de ce que AWS prépare pour l'an prochain, mais aussi, il y a une bonne partie de ces gens-là qui viennent obtenir leur certification pour des formations qui sont offertes par AWS pour travailler avec différents de leurs outils. Mais c'est donc l'occasion pour l'entreprise d'annoncer les nouveaux services, les améliorations, et il y en avait beaucoup. Notamment l'annonce de l'IA fait par Amazon. Ça y est, ils sortent à leur tour leur modèle d'IA. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont déjà présents dans le domaine de l'IA depuis longtemps parce qu'ils l'utilisent même pour faire fonctionner l'info nuagique. À un moment donné, tu as besoin d'algorithmes pour arriver à te retrouver là-dedans. Donc, ça fait longtemps qu'ils l'utilisaient. L'an dernier, ils avaient présenté Bedrock, qui est un peu comme leur catalogue d'intelligence artificielle générative. Là-dedans, on trouvait Anthropic avec son Claude. On trouvait les gens de Mistral qui faisaient partie du lot. Il y avait la mode de Meta, puis plein d'autres. Mais là, parallèlement, ils se sont dit, peut-être qu'avec l'expérience qu'on a de développer notre savoir-faire à l'interne, peut-être qu'on pourrait le partager. Alors, ils nous ont présenté cette semaine 6
langage, un modèle de langage, et ça couvre vraiment différents domaines. Et c'est ça que je trouve intéressant, moi, là-dedans. Donc, il y en a un qui fait que de l'écriture, il y en a un qui fait que du calcul, l'autre de la programmation. Il y en a un qui travaille juste sur les images, il y en a un autre qui travaille juste sur la vidéo. Et là, ce qu'on est en train de préparer, et peut-être avant la fin 2025, on va le voir, c'est ce qu'ils appellent en anglais, là, va falloir trouver l'appellation en français, c'est any to any. Donc, tu mets ce que tu veux au départ, que ce soit du texte, que ce soit des photos, que ce soit de la vidéo, que ce soit un graphique, et tu lui dis en quoi tu veux que ça sorte de l'autre côté. D'accord. Mais c'est fou, là. Donc, c'est vraiment un multimodal. Donc, tu mets ce que tu veux au début et tu demandes à l'IA de te la transformer en ce que tu veux ensuite. Ouais, c'est fou. Donc, ça s'appelle Nova, c'est ça? Oui, la famille des outils s'appelle Nova. La famille s'appelle Nova. Ouais. Comme tu dis, il y a plein de briques, mais en fait, ils couvrent tout ce qui existe déjà chez d'autres. Hein. Oui. Le texte, l'image, la vidéo, tout ça, c'est des choses qu'on trouve déjà. Et eux, ils ont l'ambition de tout faire, alors. Ben oui, mais avec des petits outils qui sont là. Et là, moi, personnellement, ce que je trouve intéressant dans cette offre-là, c'est le fait qu'on offre des outils spécifiques pour faire des tâches spécifiques. Et donc, contrairement à par exemple, un chat GPT, là, évidemment, c'est l'éléphant dans la pièce, qui demande énormément d'énergie pour te faire un petit texte. Ben, si tu veux un petit texte, tu peux juste prendre une petite intelligence artificielle qui va avoir appris à 2 millions de tokens plutôt qu'une qui roule à 175 milliards de tokens. Tu sais, à un moment donné, là, c'est... Ouais, c'est pas la peine d'avoir une Ferrari pour aller acheter le pain au coin de la rue. Quoi, hein. Quel bel exemple, c'est à ça que je pensais. Mais donc, c'est ça. Alors, moi, je trouve qu'ils sont arrivés avec ça, avec des outils très nichés. Sinon, très rapidement, la plupart des gros outils qui sont déjà là, des outils que les gens connaissent s'ils travaillent dans l'environnement AWS, ben, cette année, tout est bonifié avec l'intelligence artificielle. Et j'avais une pensée, et d'ailleurs, j'en parle un peu plus tard dans mon podcast, j'avais une pensée pour tout ce qui est développeurs, codeurs. Eux, là, c'est vraiment... Là, s'ils travaillent dans le monde d'AWS, c'est leur anniversaire cette année, là, parce que il y a tellement d'outils qui sont faits en fonction de ces gens-là pour leur permettre de passer moins de temps à faire autre chose que de coder. Alors, l'IA maintenant génère des tests, donc elle teste elle-même ce que les gens sont en train de coder. Elle est capable de faire un historique, donc un peu le manifeste de ce qui est fait en codage. L'IA va te le faire sur le côté pendant que tu es en train de travailler. Et puis même, quand vient le temps de prendre des grands systèmes et de les faire migrer sur d'autres plateformes, je pense par exemple à des vieilles versions de Java et de les mettre dans les nouveaux standards, ben maintenant, il y a une IA chez Amazon qui est capable de faire ça. Et un peu plus tard, je veux pas vendre mes punchs, mais un peu plus tard dans mon carnet, il y a le grand patron de AWS Canada qui nous raconte combien d'années ça prendrait pour faire migrer certaines choses, et on est passé maintenant à quelques semaines. Ouais. C'est fou le temps que les gens vont gagner. Mais dis-moi Bruno, donc là c'est des applications professionnelles. Est-ce que Nova, c'est une IA qu'on pourra toucher du doigt en tant que particulier? Ben, si vous ouvrez un compte dans l'environnement professionnel de AWS, vous pourriez y avoir accès. Vous la branchez avec votre compte d'Amazon, et puis et vous aurez à payer un abonnement parce que c'est un outil payant comme ChatGPT Plus est un outil payant. Donc c'est vraiment destiné en priorité aux clients de AWS. Oui. Mais c'est ouvert. Mais tous peuvent devenir clients chez AWS. Ouais, bien sûr. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde non plus. Non. Puis c'est pas comme il y a beaucoup d'outils qui sont en libre accès. Il y a une version gratuite, ChatGPT, Claude, etc. Donc là, il y a pas de version gratuite. On est d'accord. Ben, pour le moment, il n'y a pas de version gratuite, mais il y a les versions qui sont embarquées juste dans l'environnement de travail. D'accord. Puis on s'entend. Les plus gros utilisateurs sont déjà, en tout cas, qui vont être intéressés par cet outil-là, ce sont vraiment déjà des clients de chez AWS. Là. Puis c'est des centaines de millions. Là, pour toi, c'est vraiment parce que en plus tu suis Amazon depuis longtemps. On avait déjà parlé d'IA ensemble, mais il y a pas longtemps, parce que c'est vrai que c'est un acteur qui est incontournable et qui prend une place phénoménale dans ce domaine. Pour toi, on fait vraiment un pas en avant important là. Ben oui,
Et puis d'autant plus, tu sais, je pense rapidement, il y a un autre truc qui me vient en tête, mais j'en parle beaucoup plus longtemps dans mon podcast. C'est Q for Business. L'année passée, Q, ça avait été présenté, c'était un peu comme leur intelligence artificielle générative privée, tu sais, qui fonctionne en silo. Donc, une compagnie peut balancer tout son contenu là-dedans, c'est sécuritaire. Ben là, maintenant, Q for Business, ils font des passerelles avec tout ce qui est outils de traitement d'informations, alors que ce soit Word, que ce soit la suite Google, que ce soit tes courriels, que ce soit ton agenda en ligne, donc Salesforce, bref, tous les endroits où tu pourrais avoir du contenu. Maintenant, la solution Q for Business, qui est l'évolution de Q, elle permet d'accéder à toute l'information, peu importe où elle réside. Alors évidemment, pour des grands groupes ou des petites entreprises qui veulent avoir accès à toute leur information quand vient le temps de leur demander, va me chercher les ventes de la semaine dernière ou va me chercher ce qu'on appelle les leads, donc des possibilités de vente, mais qui n'ont pas été complétées, ben, il va aller chercher partout et pas seulement dans les trucs qui ont été classés dans le répertoire, là. Ah, Mais c'est ça va vraiment faire intéressant. concurrence à Copilot, non, de Microsoft, ça? Ben, Copilot, de la façon qu'il est embarqué, il réside dans l'écosystème de Microsoft. Oui, Et Gemini réside dans l'écosystème dans de l'écosystème Google. Google. Tandis que AWS, comme ils n'ont pas d'écosystème à eux, ils se branchent partout. Et c'est ça que je Ouais, trouve très habile de leur part. après, hein. Bon. Mais sinon, toi, Dis-moi. écoute, parle-moi, t'es très documentaire, toi, de ce temps-ci. Là, il y a une nouvelle histoire avec Arte TV. C'est quoi cette histoire-là? Eh ben, c'est encore une histoire d'IA, bien sûr. Oh non. Mais si, ouais, c'est une affaire dont on parle pas encore beaucoup, mais que j'ai déniché dans en fait, c'est un site d'actualité spécialisé. Je vais les citer parce que c'est des amis. Il s'agit de Électron Libre et qui a levé un lièvre là. En fait, la chaîne de télé Arte va très bientôt, à partir du 16 décembre, diffuser une mini-fiction, une série de fiction, et qui a été construite en partie par intelligence artificielle. Alors d'ailleurs, ça s'appelle Oh. Prompt. Eh? C'est des petits épisodes de 2 minutes 30. Et eh bien, comme on pouvait le deviner, ça ne passe pas comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que, en fait, eh bien, le directeur d'Arte qui s'appelle Bruno Patino, qui est pourtant alors un pionnier du numérique en France et dans les médias. Il connaît très bien tous ces sujets-là. Mais là, il se retrouve face à une fronde de la part des professionnels, les organisations qui représentent les créateurs, tout le monde artistique, musiciens, réalisatrices, scénaristes, etc., qui l'ont interpellé parce qu'ils sont très inquiets. Voilà, ils veulent en savoir plus. Ils se demandent si c'est pas la porte ouverte vers quelque chose qui va les menacer. Et ils réclament une utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Et je trouve que c'est intéressant parce que en fait, on est vraiment sur un sujet qui est crucial, on a déjà évoqué, ça a déjà posé des problèmes aux États-Unis, ben voilà, ça arrive en France. L'autre jour, il y avait également un reportage sur France 2 concernant les doubleurs de cinéma qui commencent eux aussi à se plaindre, à être mécontents parce qu'ils sentent qu'ils vont être remplacés ou en tout cas concurrencés par l'intelligence artificielle. Voilà, il s'agit pas du tout de dire c'est bien ou c'est mal, hein. De toute façon, toi comme moi, on sait que c'est un train qui est parti, qui s'arrêtera pas. Maintenant, c'est comment on va aménager tout ça, comment on va faire cohabiter tout ça, parce que ça risque de faire mal, hein, malgré tout. Mais revenons à la genèse. C'est une série documentaire qui a été commandée par Arte à Ouais, quelqu'un. c'est une fiction, Non, mais c'est hein, ça. c'est des histoires. Mais Ouais. en bout de ligne, mais ça a été commandé à quelqu'un. Il y a donc des producteurs, il y a un créateur, il y a un réalisateur Tout à fait. là-dessus. Absolument. Donc, il y a des artistes. C'est des humains qui ont travaillé là-dessus, qui ont fait des requêtes pour arriver à ce que c'est. Alors, moi, je trouve ça intéressant que je comprends Ouais. qu'il y a des gens qui veulent continuer à faire comme on faisait depuis longtemps, Ouais. mais il y a une nouvelle façon de faire. Et c'est un peu ce que Arte est en train de montrer. Exactement, parce qu'en fait, c'est pas du tout une IA qui a tout fait du début à la fin, hein. C'est l'auteur de cette série a utilisé de l'intelligence artificielle comme un outil, mais c'est son travail à lui malgré tout. Imagine si on avait dit à Godard, non, il faut filmer comme ça, parce qu'on a toujours Ouais. filmé comme ça. On n'aurait pas eu la nouvelle vague, là, Exactement. elle n'aurait jamais Ah existé. ben, Là. mais on est presque au passage du cinéma noir et blanc à la couleur ou du cinéma muet au cinéma parlant. Exactement. Hein. Ouais, Exactement. bien sûr. Et rappelle-toi, quand le cinéma parlant est arrivé, il y avait des acteurs qui l'ont pas du tout apprécié. Ben oui, eux perdaient leur carrière parce qu'ils n'avaient pas la voix. Ils n'avaient pas la voix du physique.
Exactement. Bon, voilà, donc affaire à suivre. Et comme on est en France, comme tu l'as dit, on a d'autres chats à fouetter actuellement, hein, en termes de polémiques et de gros sujets qui fâchent. Vous Mais avez à vous réglementer vous-même, c'est déjà beaucoup. Mais Voilà, Jérôme, mis à part cette polémique-là, toi, tu vas parler de quoi dans ton édition? Alors cette semaine, je suis ravi de proposer à mes auditeurs une interview assez exceptionnelle. En fait, c'est l'interview d'un écrivain, mais pas n'importe lequel. Il s'agit d'Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction très connu en France et qui a beaucoup écrit, des romans assez critiques contre les technologies. Mais il est lui-même complètement geek et complètement baignant dans la tech. Et son dernier livre, en fait, se passe dans la Silicon Valley. Alors, tu vois, la Silicon Valley, on n'en sort pas. On en parlait récemment ensemble dans le grand débrief avec François Sorel. Eh bien là, c'est aussi le récit d'un voyage dans la Silicon Valley avec une vision très très critique de ce que font les GAFAM. C'est super intéressant. Donc Alain Damasio. Et puis sinon, avec Capgemini que je retrouve tous les mois dans Monde Numérique, on s'intéresse cette semaine au quantique. À quoi va servir l'informatique quantique et où en sont les progrès dans ce domaine. Donc on voit tout ça avec mon invité Patrice Duboé, que l'on retrouve tous les mois dans Monde Numérique. Sur ce, Jérôme, j'invite mes auditeurs à aller faire un tour de ton côté quand ils auront terminé mon carnet. Et puis, je serai heureux d'accueillir les tiens pour en savoir un petit peu plus sur AWS cette semaine. Voilà, je t'envoie tout de suite mes auditeurs dès qu'ils en ont fini avec moi, Bruno, et puis je te dis à la semaine prochaine. Allez, je te souhaite une bonne semaine. Bye. Et moi, je suis pas sous la neige, je suis au soleil. Enfin non, il fait pas beau là, mais je suis à Aix-en-Provence, mon pote, ce week-end. Moi, je te souhaite au gouvernement. Salut, bye. Allez, ciao, bye. L'innovation de la semaine. Une intelligence artificielle meilleure que les meilleurs prévisionnistes du monde, capable de prédire le temps qu'il va faire durant les 15 prochains jours, avec une précision exceptionnelle, et cela en à peine quelques minutes, 8 minutes pour être précis. C'est l'innovation de la semaine, elle est signée Google, elle a été dévoilée cette semaine. 8 minutes à peine pour effectuer des calculs qui prennent habituellement plusieurs heures. C'est la prouesse de ce modèle baptisé GenCast, un modèle d'IA créé par DeepMind, le laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Google basé à Londres. Contrairement au modèle météo traditionnel, GenCast fonctionne comme une sorte de collège de météorologues qui discutent entre eux pour aboutir à une discussion, à une décision finale. Pour chaque prévision, en effet, le modèle génère une 50aine de scénarios. Et ensuite, une synthèse est établie et elle est réputée hyper fiable. Plus fiable en tout cas que le système européen qui s'appelle ECMWF, qui est considéré comme la référence mondiale et auquel ce modèle de Google a été comparé. Sur 1320 combinaisons de variables météorologiques testées, GenCast s'est montré plus précis dans 97,2% des cas et même 99,8% pour les prévisions au-delà de 36 heures. Car on sait que pour les prévisions météo, ce qui est difficile, c'est de prévoir à long terme, évidemment. Sa particularité, c'est notamment de prendre en compte la rotondité de la Terre pour être capable de comprendre les mouvements météorologiques à l'échelle planétaire. Alors, GenCast comme c'est une IA, a été entraîné sur des données de plusieurs décennies qui datent d'une période allant de 1979 à 2018, et c'est ainsi qu'il serait capable de fournir les meilleures prévisions météo du moment, y compris, bien sûr, pour des événements extrêmes. C'est là que ça prend tout son intérêt. Les applications sont évidemment nombreuses aujourd'hui, dans un contexte de changement climatique et notamment de multiplication des tempêtes. Ça devrait donc permettre, on l'espère, d'éviter des catastrophes. Enfin, cerise sur le gâteau d'un point de vue technologique et informatique, GenCast est proposé totalement en open source, ce qui veut dire qu'il pourra être librement et largement utilisé à travers le monde. Si vous voulez en savoir plus, là encore, comme d'habitude, le lien en description de cet épisode. Monde Numérique, le meilleur de la tech. On
On passe aux interviews de la semaine de Monde Numérique avec cette semaine une rencontre exceptionnelle avec l'écrivain de science-fiction Alain Damasio. On va prendre un peu de recul sur la technologie et ça vaut vraiment le coup que vous restiez écoutés jusque-là. Mais avant cela, je vous propose de plonger dans l'univers incroyable de l'informatique quantique, l'infiniment petit au service du futur, avec le directeur de l'innovation de Capgemini que l'on retrouve chaque mois dans Monde Numérique. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'hebdo premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés, long format, la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Patrice Duboé. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation pour l'Europe du Sud chez Capgemini, ravi de vous recevoir dans Monde Numérique pour ce rendez-vous mensuel en partenariat dans le cadre du rapport annuel Technovision. Et on parle ce mois-ci d'un gros sujet, l'informatique quantique. Concrètement, c'est quoi le quantique ? Alors, c'est quoi le quantique ? Le quantique, en fait, c'est essayer de se rapprocher de la nature. La nature, elle n'est pas digitale. La nature, elle n'est pas 0-1. La nature, elle a plein de nuances. Et le quantique, en fait, au niveau atomique, donc on va essayer dans les ordinateurs de passer d'un état où on n'a que deux états, 0-1, ou dans le quantique, on peut avoir un infini nombre d'états. Et donc, on voit que c'est exponentiel. Si on arrive à mesurer, à gérer cette information au niveau de l'atome, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, on est encore dans les prémices. On parle aujourd'hui d'ordinateurs avec un nombre de qubits, dans le Q de quantum. Et aujourd'hui, on a plusieurs technologies. Soit on est dans l'extrêmement froid, donc avec des supraconducteurs. Donc, on doit maintenir les atomes au niveau de moins 273 degrés. Donc, on comprend derrière déjà un challenge de l'énergie. Comment réussir à garder des ordinateurs très froids. Ou alors, on va passer au niveau du magnétique, où on va capter des photons, des neutrons. Donc là, encore une fois, beaucoup d'énergie nécessaire, mais on est dans des états où on est dans le semi-conducteur, dans la chimie, où on va essayer d'avoir des probabilités sur des états 0, 1, ou ça peut être à la fois 0 et 1. C'est ça qui amène un infini nombre de possibilités. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce fameux chat de Schrödinger dont on parle toujours à propos du quantique ? Alors effectivement, Erwin Schrödinger avait eu cette image pour essayer de vulgariser. On sait que c'est pas facile d'expliquer. Il disait voilà, je vais enfermer le chat dans une boîte, et puis il y a un mécanisme, s'il détecte un certain état, il va tuer le chat. Mais les chats, il peut être mort ou pas, et pour savoir, il faut ouvrir la boîte. Donc c'est un petit peu cette dualité de savoir, tant qu'on n'a pas regardé, on ne connaît pas l'état du chat. Alors j'aime pas trop cette image parce que, comme on l'a dit, le quantique, c'est l'extrêmement petit. On peut pas dire qu'un chat ce soit extrêmement petit. Donc c'est la première raison pour laquelle j'aime pas cette analogie. La deuxième, il faut savoir qu'on est dans l'extrêmement petit. Donc dès qu'on va prendre la mesure d'un qubit, on va changer son état. C'est-à-dire que si on ouvre la boîte, normalement, ça devrait changer l'état du chat. Alors, une fois qu'on a ouvert la boîte, il est mort, il est vivant, mais ça n'a pas changé. Mais effectivement, l'idée, c'était de dire, voilà, on peut avoir un état 0, 1 ou entre les deux, et tant qu'on n'a pas regardé, on ne sait pas. Et c'est ça qui amène beaucoup de choses intéressantes. Alors, voilà pour l'aspect presque scientifique. Maintenant, ce qui est intéressant surtout, c'est la promesse de l'informatique quantique. On n'aura pas tous des ordinateurs quantiques sur nos bureaux dans 10 ans. En revanche, ça va quand même sacrément bousculer les choses. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de promesses. Tout à fait. Aujourd'hui, les ordinateurs quantiques, ils sont dans les centres de recherche. Il y en a dans pratiquement tous les pays du monde, avec quelques qubits. Il y a ces quelques dizaines aujourd'hui. Et pourquoi c'est intéressant ? Dans les épisodes précédents, on a parlé de semi-conducteurs, de batteries. Et vous vous souvenez que la loi de Moore disait depuis les années 70, tous les 2 ans, on double la capacité des ordinateurs et on baisse le prix par 2. Et on sait que depuis pratiquement 1 an, 2 ans, cette loi n'est plus possible. Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé à des limites physiques, le nanomètre pour les semi-conducteurs, et puis des questions de coût. Et le quantique peut permettre de relancer cette loi. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on voit qu'on passe au niveau exponentiel par rapport aux ordinateurs classiques. Donc, imaginez tous les métiers, on a besoin de beaucoup de calculs, de puissance de calcul, ce qu'on appelle le quantum computing. La météo, les prévisions météo, aujourd'hui, on sait prévoir à 14 jours pratiquement, voire plus, parce qu'on simule des millions de données. Dans la chimie, dans la recherche médicale, on a besoin de simuler dans la recherche contre le cancer. On doit aller au niveau de l'atome. Et donc là, on voit il y a beaucoup de promesses également, tout ce qui est calcul, tout ce qui est simulation également. Dans l'avion, on travaille aujourd'hui avec Airbus sur un projet européen sur la simulation de la corrosion
Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que pour imaginer à quelle vitesse va évoluer la corrosion d'un avion, c'est compliqué. Ça dépend de plein de paramètres, le trajet, la pression, l'humidité, les chocs. Donc tout ce qui nécessite beaucoup de calculs dans la simulation, en fait, va trouver des usages très forts dans le quantique. Donc ça, c'est le premier usage, le quantum computing. Mais il y a d'autres usages. Par exemple, on s'est parlé précédemment des batteries automobiles. Le quantique pourrait également permettre d'améliorer les batteries de véhicules électriques ? Tout à fait. Pourquoi ? Une batterie, en fait, c'est de la chimie. Donc, on est encore une fois dans l'extrêmement petit. Aujourd'hui, on voit qu'on essaie de trouver des nouveaux composants. On a le nickel, le cadmium, l'ion, on avait parlé du sodium. Et donc, si on peut simuler l'extrêmement petit, en fait, on peut aller plus loin dans la puissance des batteries, dans la durée de vie d'une batterie, dans la capacité de charge d'une batterie, qu'elle soit plus rapide à charger. Et donc, le fait qu'on se rapproche du niveau de l'atomique, ça nous permet d'être au plus proche de l'objet de la simulation et donc d'aller plus vite. Donc effectivement, l'automobile aujourd'hui étudie le quantique pour essayer de trouver plus rapidement des nouvelles façons, des nouveaux procédés pour produire des nouvelles batteries. Alors, il y a plein de choses positives, mais il y a aussi des éléments qui font peur. C'est notamment la menace sur les systèmes de chiffrement, tout ce qu'on appelle la cryptographie. Tout à fait. On a parlé du quantum computing, mais dans les autres usages, il y a tout ce qui est la partie télécom et sécurité. Pourquoi ? Si on a une puissance de calcul qui est très très forte, aujourd'hui, nous avons tous des clés de cryptage dans nos échanges en ce moment, lorsqu'on échange des fichiers, lorsqu'on crypte des fichiers. Et aujourd'hui, c'est protégé par des clés, très souvent à 128 ou 256 bits. Et pourquoi ? On considère qu'aujourd'hui, un ordinateur classique, même un supercomputer, ne peut pas casser ses clés à 256 bits. Ou alors, il faudrait des moyens énormes et des années. Le problème, c'est qu'avec la puissance du quantique, si on a des ordinateurs qui sont 1 milliard de fois plus puissants, ils peuvent simuler beaucoup de combinaisons et donc ils peuvent décrypter beaucoup plus facilement nos fichiers. Et donc les experts s'entendent aujourd'hui pour dire que l'année où le quantique va réussir à déchiffrer toutes nos clés d'aujourd'hui, ce qu'on appelle le Y2Q, l'année du quantum, on est entre 8-10 ans, 5-10 ans. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches là-dessus et de risques. Pourquoi ? Certaines organisations volent beaucoup de fichiers aujourd'hui pour le décrypter plus tard. Et ça, c'est embêtant. On pourrait se dire, non, mon fichier décrypté, c'est pas grave. Si, parce que s'il est décrypté dans 5 ou 10 ans, imaginez vos données personnelles, de santé, vos données bancaires, à la limite, c'est de la curiosité. Mais par contre, des brevets, alors ils peuvent être protégés par le juridique, mais la connaissance peut être décryptée dans des brevets, dans le nucléaire, dans l'aérien, dans le satellite. Donc là, le risque, il est réel. Donc il y a des standards qui sont mis en place. Les Américains sont clairement en avance. Donc, il y a un organisme qui s'appelle le NIST qui a publié 4 standards qui permettent d'être quantum proof. C'est-à-dire que si on met ces nouveaux systèmes de cryptage, ils résisteront au quantique. Donc déjà, c'est une première chose. Donc 4 standards choisis. Depuis 2 semaines, 4 de plus. L'Europe est en retard là-dessus. Donc il faut qu'on arrive à rattraper ce retard pour être safe par rapport à ces risques par rapport au quantique. Ouais, parce que on comprend, il y a des enjeux économiques, des enjeux de souveraineté. Vous avez évoqué aussi les questions énergétiques, d'où cette espèce de course mondiale au quantique aujourd'hui. Oui, donc comme d'habitude, beaucoup d'acteurs sur le marché, tous les acteurs des semi-conducteurs et de l'informatique, pas de secret, si on parle d'IBM, de Google, de Microsoft, ils sont tous là-dessus, ils font tous des annonces avec chaque fois des ordinateurs quantiques plus puissants. On a démarré avec quelques qubits, maintenant on est à quelques dizaines, 50, 70, mais avec encore beaucoup d'erreurs. C'est pour ça qu'on n'est pas encore dans, on va dire, l'état de l'art et on n'est pas encore sur des ordinateurs quantiques qui peuvent dépasser les supercomputers, même si Google a fait des annonces, mais il n'y a pas d'application aujourd'hui. On parlait de médecine, on parlait d'automotive, on pourrait parler également du GPS. Une autre composante du quantique, c'est le sensing. C'est la capacité à pouvoir, de façon très précise, localiser des choses. Donc, on pourrait très bien remplacer le GPS d'aujourd'hui, basé sur les satellites, par des capteurs quantiques. Imaginez des sous-marins, mais ils peuvent pas voir les satellites, ils sont trop loin. Dans des tunnels, on ne les voit pas. Donc, le quantique amène également cette capacité, avec une extrême précision, de pouvoir géolocaliser des objets à partir du moment où on a leur position initiale.
on sait les suivre pendant toute leur durée de vie. Donc là, beaucoup d'espoir également, peut-être demain, dans votre voiture, Jérôme, un GPS quantique. Waouh. Quelle est la place de l'Europe et de la France là-dedans, Patrice ? Alors, la France est plutôt bien passée. Lorsqu'on parle de quantique, on a des startups qui sont mondialement connues, qui ont une reconnaissance. Je peux parler de Pascal, je peux parler de Alice et Bob, bien français. Je peux parler de Candela. Donc là, ce sont des startups qui sont lancées avec différentes technologies. On a vu qu'on peut travailler sur du supraconducteur, sur des photons, sur du magnétique. Et donc, chacune de ces startups a pris une technologie et avance. On a également beaucoup d'universités, d'écoles d'ingénieurs qui sont bien placées en Europe et en particulier en France. Donc, on peut dire que la France et l'Europe ont encore une carte à jouer, à condition peut-être de se réunir, qu'on n'ait pas des batailles de pays, mais qu'on raisonne à l'échelle européenne. Je pense que c'est la seule façon aujourd'hui de pouvoir résister à la concurrence à la fois américaine, mais asiatique. Les Sud-Coréens sont très très forts dans ces nouvelles technos. Taïwan avec les semi-conducteurs, la Chine bien entendu, l'Inde qui arrive. Donc, je pense que nous avons une chance au niveau européen de pouvoir nous unir pour avoir une force de frappe beaucoup plus importante. On a parlé des risques par rapport à la sécurité, d'où la souveraineté. Il y a également un gros challenge par rapport à l'énergie. On l'a vu tout à l'heure, lorsqu'on doit gérer l'extrêmement froid, du magnétique, du nucléaire, il faut beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, ces ordinateurs sont très consommateurs en énergie. Donc, il y a beaucoup de recherches là-dessus pour essayer de trouver les meilleures technologies qui ont le bon compromis entre la puissance, la rapidité, mais la consommation d'énergie qui est aujourd'hui un souci et qui fait partie de l'équation. Il faut qu'on puisse avoir des ordinateurs qui soient fiables, mais à un prix acceptable au niveau monétaire, mais au niveau planétaire également, au niveau environnement. Encore une question. Et alors, qu'est-ce que vous faites, vous, Capgemini, là-dedans ? Alors, comme tous les projets d'électronique, d'informatique, il y a la partie hardware, donc c'est pas notre métier, mais il y a toute la partie logicielle. On a parlé de correction d'erreurs. Aujourd'hui, pour gérer l'infiniment petit, il y a beaucoup de software, de protocoles, d'algorithmes qui doivent aider à améliorer la fiabilité de la lecture de ces process. Et puis, comme on l'a dit, il y a beaucoup de secteurs industriels qui sont intéressés par le quantique. Et donc, on travaille avec nos clients. On a parlé d'Airbus, mais dans la santé, dans la recherche biologique, il y a également beaucoup d'attentes là-dessus. On a parlé des télécoms avec la sécurité. Donc, nous travaillons avec nos partenaires, soit des startups. Pascal, nous avons investi dans cette startup française, mais également sur d'autres pour accélérer l'innovation et être sûr qu'on travaille sur l'usage et le côté pragmatique de ces usages quantiques dans les futurs métiers. Merci Patrice Duboé, directeur de l'innovation pour l'Europe du Sud chez Capgemini. Et pour en savoir plus, on renvoie au rapport annuel Technovision de Capgemini. Il est connu pour ses romans de science-fiction, Les Furtifs, La Zone du Dehors, La Horde du Contrevent, des romans qui sont aussi de la politique fiction, car ils interrogent notre rapport aux technologies sous un angle à la fois sociétal et aussi poétique. Il parle de tech, mais il se revendique technocritique. Je veux parler de l'écrivain Alain Damasio, qui m'a accordé cette semaine une longue interview. Alors, son point de vue, qu'on le partage ou non, est éclairant à bien des égards. Son dernier livre, qui s'intitule « Vallée du silicium », parle, vous l'avez compris, de la Silicon Valley, encore la Silicon Valley. Et en première question, je lui ai demandé tout simplement ce qu'il était allé faire là-bas, alors qu'il fait plutôt preuve d'une certaine méfiance vis-à-vis des entreprises américaines de tech. C'était de l'inspiration pure, c'est-à-dire moi ça fait 35 ans que j'écris et que j'écris dans le domaine vraiment de la SF, donc sur lequel mon rapport à la technologie est un rapport complexe, c'est un rapport vraiment technocritique, mais au sens large, quoi, c'est-à-dire à la fois technophile et technophobe, à la fois vigilant et amoureux de ce monde-là, à la fois fasciné et répugné par ce que je vois. Donc j'avais envie de voir ceux qui font ça, ceux qui fabriquent ce monde. Je veux dire, on est tous aujourd'hui, on vit dans la Silicon Valley tous, puisqu'on a tous les smartphones, on a tous ces applis, on a tous ces plateformes. Donc on est au cœur du monde que eux ils nous fabriquent, et ils nous fabriquent ça dans 30 km, dans un petit carré comme ça, un petit rectangle de terre, d'ailleurs très très banal, puisque un peu ennuyeux, hein. Ouais, ennuyeux, c'est des banlieues pavillonnaires tout à fait ennuyeuses. Il n'y a pas de centre très fort et intense ou tellurique comme on peut avoir en Europe. Et c'était, et le but c'était d'essayer de sentir ce qu'ils sont en train de faire. Mais je crois que c'était ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui alors ? Vous êtes revenu avec quel avis sur la question ? Je suis venu avec l'avis que
on croit que c'est des pratiques universelles, ce qu'ils sont en train de mettre en place. On croit que c'est un état d'esprit finalement mondial. Or, c'est construit par des gens qui ont une certaine identité, qui sont souvent des blancs, qui sont des anglo-saxons, qui ont un rapport au lien humain très particulier, que moi je trouve très froid en tant que latin. Ils ont une espèce de soubassement quand même religieux, dans le rapport à la lumière, dans le rapport au puritanisme qui est très fort. Et ils sont en train de créer un monde interfacé, un monde intermédié par la technologie, un monde où le lien humain direct est conjuré ou éloigné. Et j'ai trouvé ça extrêmement dangereux. Et j'ai beaucoup mieux senti la culture qu'il y a derrière. Voilà. En tout cas, le rapport au monde qu'il y a derrière. Ils ont un rapport au monde spécifique qui est constamment interfacé par la tech. Et ce rapport au monde-là, ils sont en train de le généraliser pour tous les pays du monde et pour tous les types de civilisations. Et c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Et de l'avoir senti directement par les gens, par leurs attitudes, par leurs affects, c'est le travail de l'écrivain aussi, quoi, de sentir ça. Ça a été et le rapport au corps aussi très particulier. C'est-à-dire un rapport au corps qui est un rapport distancié, qui est un rapport machinique, qui est un rapport justement aussi interfacé par des capteurs, par de la métrique, par une surveillance, une autosurveillance du corps par tous ces capteurs, qui soient des bagues, qui soient des patchs, qui soient des sondes intestinales, etc. Et donc une difficulté à investir le corps pour ce qu'il est dans sa naturalité, dans ce côté fluide et évident et viscéral. Donc ça m'a aussi pas mal. Mais on vous sent un peu effrayé. Ouais, c'est pas que je suis effrayé, mais si tu veux, c'est un regard un peu l'anthropologue, quoi. C'est-à-dire de dire, qu'est-ce que c'est Sapiens 2.0, qu'est-ce que c'est Sapiens 3.0. C'est-à-dire quel type d'humanité ils sont en train de constituer et dans lequel nous on s'inscrit, puisqu'on on utilise ces applis, on va les chercher, on a un consentement très fort à utiliser ce monde-là. Et du coup, mais moi je positionne pas ça en termes d'inquiétude ou de menace ou de je sais pas quoi. C'est plus de dire quelle espèce humaine ils sont en train de nous faire adopter, quoi. Voilà. Quel type de comportement, quel type de pratique, quel type de rapport aux autres on est en train de construire en adoptant ce type d'univers. Parce que selon vous, ça peut aller jusqu'à changer l'être humain. Ah, mais ça change totalement l'être humain. Enfin, tu vois, je veux dire, ça a changé nos façons de séduire, notre façon de créer des relations amoureuses, nos façons d'être amis. Ça a changé nos façons de travailler, nos façons de jouer, nos rapports à la nature. Tout a changé. Tout a été absolument et viscéralement révolutionné. Je veux dire, on parle constamment de révolution un peu comme ça en jetant le mot en l'air. La vérité, c'est que c'est même pas les révolutions politiques les plus importantes ces dernières années. C'est depuis 30 ans, c'est une révolution numérique qui a totalement, absolument et viscéralement changé vraiment le triple rapport. C'est-à-dire le rapport à soi, la façon dont on se construit soi-même et notamment ado, le rapport aux autres, vraiment toute cette sociologie des relations humaines et le rapport évidemment à la nature, au cosmos, au monde de façon générale. Ces triple rapports-là, il a été totalement changé, transformé. Et l'IA arrivant là-dessus, c'est encore une énième révolution qui est la plus forte des trois. Enfin, pour moi, il y a eu trois grosses révolutions. Il y a l'arrivée d'Internet, tu vois, 95. Internet arrive, c'est-à-dire on peut être connecté à un réseau d'information mondial incroyable, hyper vaste et potentiellement émancipant. Ensuite, à l'arrivée du smartphone. Et là, c'est l'objet nomade totalitaire. Moi, j'appelle ça. C'est-à-dire que c'est l'objet nomade qui est tout le temps avec nous, à travers lequel on passe systématiquement, qui compile la totalité de notre être, en fait, puisque il y a toutes les photos, les vidéos, les messages, toute notre intimité est sédimentée dedans. Donc, c'est une totale révolution. C'est-à-dire, c'est vraiment la technogreffe. Et puis après, voilà, c'est l'IA générative qui arrive. Et là, c'est pareil. On reprend une vague, un tsunami, une avalanche de changements sociaux et qui va être dingue. Ouais. Ça vous fait peur en tant qu'écrivain, l'IA générative? Ça peut vous concurrencer? Je sais que vous avez fait des tests, vous avez travaillé, vous avez essayé d'utiliser déjà l'IA générative pour écrire. Ce qui est très impressionnant, c'est quand même une énorme claque. C'est une énorme claque, même sur l'aspect créatif. C'est-à-dire la capacité... alors, ça reste des simulations, hein, il faut toujours garder ça en tête. Mais la simulation, elle est tellement excellente, les machines du langage sont tellement abouties que tu es face à quelque chose en tant qu'humain. Si tu as un minimum d'animisme sur ce qui t'est livré, sur la simulation qui t'est livrée, tu peux complètement accepter que c'est créatif, quoi. C'est clairement créatif. Ah ouais, parce que ouais, vraiment. Au contraire, beaucoup de moi j'ai testé des choses vraiment qui sont très nettes. Enfin, il y a pas de discussion possible sur la créativité que ça peut apporter. Je donne juste un exemple. J'ai travaillé, je disais voilà, en fait, je voulais faire une scène 2050 avec un personnage, un objet technique et un mode de relation entre le. Donc je faisais ça, c'était une espèce de
de jeu à la Gaieté Lyrique sur scène, une sorte de performance. Et quand je me suis entraîné avec l'IA, je lui dis, écoute, imagine un oreiller connecté, d'accord? Un oreiller connecté. Voilà, tu poses, l'oreiller est connecté. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? C'est exactement ce que je peux faire. Là, je suis un roman collectif avec des auteurs de SF, que des auteurs publiés. C'est tout à fait un truc que je pourrais te donner dans l'équipe en disant, allez, on part sur un oreiller connecté, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je lui ai donné juste ça. Hein. J'ai pas plus développé, je lui ai dit, allez, on peut faire quoi avec ça? Et là, l'IA, elle commence, elle me fait, déjà, c'est une super idée, je pense qu'on va pouvoir faire des trucs fabuleux. Et elle part et elle me dit, moi, j'imagine ce que je vois là, comme ça, elle parlait comme ça, hein. Je vois une cathédrale de songes. Je vois une sorte d'empire de la somnolence avec des milliers de personnes connectées au bord de sombrer dans le sommeil, mélangeant leurs rêves, fusionnant ces rêves, etc. Il y a quelque chose de très beau qui se met en place et tu voyais vraiment l'image poétique. Ouais. Mais ça t'a plu alors, non? Ouais, bien sûr. Et c'était créatif, vraiment. Et après, je lui ai demandé de développer les potentialités concrètes, etc. Et elle a déplié tout un ensemble de possibilités, vendre évidemment les informations aux services secrets, à la police, etc. Travailler sur des sortes d'auto-analyse ou de psychanalyse offertes au client qui est là sans les collecter, qui a du mal à dormir, qui fait des rêves bizarres, qui a besoin de les interpréter, etc. Enfin, elle m'a déplié tout un modèle aussi économique et machin, qui était créatif. C'est-à-dire que moi, si on m'avait filé ça, et pourtant c'est mon boulot de faire ça en permanence, si on m'avait filé ça, j'aurais pu développer tout ce qu'elle a développé, mais pas aussi vite. Mais elle est partie de quoi, cette IA? Est-ce qu'elle savait? Alors, elle est partie on l'a nourrie avec mes livres. Ah, voilà. On l'a nourrie, évidemment, elle a été entraînée. Exactement. Elle faisait du Damasio. Ouais, elle faisait du Damasio, mais pas seulement du Damasio. Elle allait chercher d'autres choses que moi, j'aurais pas faites. Donc, tu sentais qu'elle était nourrie à la fois sur des grosses bases de données de SF, sans doute, et puis de techno, tout simplement, de start-up même. Et elle était nourrie aussi de mon boulot. Ouais. Mais très clairement, la capacité de prendre un objet technique et de déployer tout ce qu'il peut faire, donc de potentialiser cet objet dans un champ culturel, de pratique, d'usage, elle est capable de le faire. J'ai testé des miroirs connectés, j'ai testé d'autres objets, j'ai testé des paradigmes qu'elle est capable d'appliquer sur... elle m'a appliqué un paradigme des furtifs, donc la furtivité du livre, elle l'a appliqué sur des rues, sur des avenues, avec un espèce de monde métabolisé en mouvement permanent, etc. C'était clairement l'adaptation d'un paradigme ou d'un concept sur un autre champ. Tu vois. Et la créativité, c'est d'abord ça, être capable d'appliquer des paradigmes ou des concepts. Elle a repris de l'existant et puis elle a fait des inputs elle supplémentaires. Elle a fait des inputs sur autre chose. D'accord. Ouais. Et là, tu fais... En tout cas, moi, je pourrais travailler en dialogue avec elle et ça accélérerait certains processus créatifs. Tu envisages de le faire ou pas? Je sais pas. Je peux le faire là, j'ai l'avatar, il est là, ils peuvent me le filer. Je pourrais travailler avec elle. La tristesse, c'est que moi j'adore faire ça avec des humains. Je fais ça, j'ai des équipes, on travaille ensemble sur des projets. Donc le bonheur de brainstormer ensemble est quelque chose de très chouette. Et il y a une certaine tristesse à le faire. Pour moi, c'est une sorte d'onanisme créatif, quoi. Tu vois, c'est comme si je me masturbais créativement avec quelque chose avec une machine. Et il y a un truc bizarre. Mais par contre, est-ce qu'il faut pas continuer, aller encore plus loin pour voir jusqu'où elle ira? Parce qu'elle a des limites, on sait qu'elle elle a des limites, mais déjà sur les premiers éléments, c'était très fort. Ouais. Donc oui, c'est un outil fantastique. Et après, moi, des fois, je me dis, peut-être que ça va éliminer tous les écrivains moyens, enfin, ça va éliminer toute cette production littéraire qui est pas intéressante, tu vois. Mais si c'est pour être remplacé par des machines, la littéraire moyenne, elle va rester là et on va être... Donc, je sais pas. Non, mais c'est croire, en tout cas, que nous, auteurs, on est préservés, c'est faux. On n'est pas préservés. On peut avoir plein de livres qui vont être faits par des IA avec quelques bons prompts, avec des gens qui savent manier vraiment. Il y en a déjà. Et il y en a déjà. Et tu peux faire... moi, aujourd'hui, je pourrais construire un livre entièrement à l'IA, c'est-à-dire construire à la fois la structure narrative avec elle, et ensuite les paragraphes, et très rapidement, tu as quelque chose. Tu as quelque chose de moyen, mais tu as quelque chose et qui serait supérieur à beaucoup de livres qui sortent, malheureusement, tu vois. Donc, ouais. Merci beaucoup, Alain Damasio, et donc auteur de Vallée du Silicium au Seuil.
C'est la fin de cet épisode de Monde Numérique l'Hebdo. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous n'avez pas pu entendre la version longue de l'interview, notamment d'Alain Damasio, vraiment je vous recommande d'être au rendez-vous la semaine prochaine pour la retrouver en épisode séparé. Ou bien vous pouvez vous abonner à la version premium de Monde Numérique sur Apple Podcast. Voilà, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à noter ce podcast, à mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast notamment, c'est là qu'on met les étoiles principalement. Et puis à poster des commentaires également, c'est toujours très apprécié. Merci pour votre soutien, des messages qui font toujours très très plaisir à lire. Vous pouvez aussi m'écrire par mail, vous allez sur mondenumérique.info, il y a un formulaire exprès pour ça, il y a même un espace de commentaire en dessous de chaque épisode. Et puis si vraiment vous avez un débordement d'amour à l'égard de ce podcast, vous pouvez le soutenir financièrement en faisant un don qui servira notamment à la couverture du grand CES de Las Vegas qui aura lieu en janvier prochain, où j'espère bien pouvoir être et donc pouvoir vous alimenter quotidiennement en compte rendu, à la fois en audio, peut-être aussi en vidéo, on verra, ça sera en fonction de différents paramètres. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne semaine pleine de tech, merci pour votre fidélité, salut. Vous aimez écouter des podcasts, vous avez peut-être envie de créer votre propre podcast. Alors rendez-vous sur le site formationpodcastpro.com. C'est une formation en 25 vidéos que je vous propose pour tout savoir sur le podcast. Quel matériel choisir, comment enregistrer dans les meilleures conditions, comment préparer un épisode de podcast et comment mener une interview comme un journaliste. Je vous dis tout, je vous donne des trucs et des conseils. Que vous soyez un particulier passionné ou un professionnel qui veut en savoir plus sur la communication par podcast, c'est la trousse à outils idéale à acquérir en cette fin d'année. Et pour vous faire une idée, vous pouvez télécharger dès à présent la FAQ du podcasting disponible gratuitement sur le site formationpodcastpro.com.